Camille se tenait dans la nef résonnante d'une chapelle lyonnaise du XIXe siècle, passant ses doigts couverts de poussière sur une profonde fissure structurelle creusée dans la pierre. Son téléphone vibra dans la poche de sa veste de chantier. Elle le sortit, s'attendant à recevoir un message de son ingénieur structure. À la place, l'écran affichait une pièce jointe au format PDF envoyée par Geneviève, sa belle-mère. Le message qui l'accompagnait tenait en 2 phrases glaciales. « Voici la facture pour le mariage de ma fille. 45 000 €, payez-la immédiatement. » Camille fixa l'écran, la poussière séculaire de la chapelle dansant dans les faisceaux de lumière autour d'elle. Le mariage de Morgane, célébré dans un somptueux château de la vallée de la Loire, avait eu lieu 2 semaines plus tôt. Camille ne le savait que par les photos publiées sur les réseaux sociaux, car, comme Geneviève l'avait explicitement signifié à Thibaut, Camille était considérée comme une pièce rapportée, une étrangère, et avait été formellement interdite d'assister à la cérémonie. Aujourd'hui, c'était à cette même étrangère que l'on présentait l'addition. Camille franchit le lourd porche en bois de la chapelle et plissa les yeux sous l'éclatante lumière du soleil lyonnais. Elle s'adossa aux échafaudages métalliques et ouvrit le document. La décomposition des coûts était vertigineuse, étalée sur 3 pages d'une indécence totale. La location du domaine, un banquet gastronomique pour 100 convives, des compositions florales importées hors saison et une robe de créateur sur mesure. Le total au bas de la page indiquait très exactement 45 000 €. Pour Camille, dont le métier consistait à évaluer la solidité des édifices, cette facture représentait une aberration structurelle. C'était l'audace absolue de construire une façade luxueuse et ostentatoire, en exigeant de couler le béton sur les fondations financières de quelqu'un d'autre. Sans laisser à la colère le temps de brouiller son jugement, Camille composa le numéro de sa belle-mère. Elle attendit 3 sonneries avant que la voix tranchante de Geneviève ne réponde. Avec un calme professionnel et glacial, Camille demanda s'il s'agissait d'une erreur d'envoi. Geneviève rétorqua immédiatement que non. Elle expliqua, d'un ton qui n'admettait aucune réplique, qu'en tant qu'épouse de Thibaut, Camille faisait désormais partie de la famille. À ce titre, il était de son devoir de les aider à rembourser le prêt à la consommation que Geneviève avait dû contracter pour offrir à sa fille le mariage qu'elle méritait. Camille souligna l'hypocrisie flagrante de la situation. Elle rappela à sa belle-mère qu'elle avait été traitée comme une intruse indésirable pendant toute la durée des préparatifs et le jour de la célébration, mais qu'elle redevenait soudainement un membre de la famille au moment de régler la note. Geneviève balaya l'argument d'un revers de voix. Elle déclara que Camille n'avait pas d'enfant, qu'elle gagnait un excellent salaire dans son cabinet d'architecture, et qu'elle leur devait bien cela. Camille refusa catégoriquement. Elle prononça chaque mot avec une précision chirurgicale, affirmant qu'elle ne paierait pas un seul centime pour une fête dont elle avait été exclue. Le ton de Geneviève changea, passant de l'autorité à la menace pure. Elle siffla qu'elle saurait s'y prendre pour que Thibaut la force à payer. Camille raccrocha sans ajouter un mot. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur face à Geneviève, mais face à la révélation qui venait de la frapper. La véritable bataille n'allait pas se jouer avec sa belle-mère. Elle allait se jouer ce soir, avec son propre mari. Le soir même, Camille rentra dans leur petit appartement en location du 3e arrondissement. L'espace était exigu, meublé avec une simplicité stricte qui confinait à l'austérité. Depuis 3 longues années, Thibaut et elle s'imposaient une frugalité de fer pour amasser l'apport nécessaire à l'achat de leur propre logement. Chaque euro dépensé était scrupuleusement calculé. Chaque sortie au restaurant pesée. Chaque vacance sacrifiée sur l'autel de leur futur foyer. Leur relevé bancaire était le reflet de leur sacrifice quotidien. Camille posa son sac sur la table de la cuisine et tendit son téléphone à Thibaut sans prononcer un mot. Il lut le document. Son visage perdit instantanément toutes ses couleurs, ses épaules s'affaissant comme sous un poids invisible. Il balbutia qu'il ignorait totalement que le mariage avait atteint des sommes aussi astronomiques. Mais presque par réflexe, un mécanisme de défense profondément ancré prit le dessus, et il se mit à justifier l'injustifiable. Il défendit l'exclusion de sa propre femme, marmonnant, le regard fuyant vers le lino usé de la cuisine, que sa mère voulait simplement un cadre intime. Il ajouta qu'il n'avait pas voulu faire d'esclandre, qu'il fallait comprendre la pression qu'elle subissait. Camille l'observa, le cœur serré par une déception glaciale. Elle réalisait avec une clarté terrifiante que l'état par défaut de Thibaut était l'apaisement à tout prix. Il avait été psychologiquement conditionné depuis l'enfance à absorber les coups de sa mère, à justifier ses cruautés pour maintenir une illusion de paix familiale. Soudain, le téléphone de Thibaut se mit à vibrer violemment sur la table. Le nom de Geneviève s'afficha sur l'écran. Camille exigea d'un geste ferme et silencieux qu'il active le haut-parleur. Dès que la communication fut établie, des sanglots théâtraux, d'une intensité presque étouffante, envahirent la petite pièce. Geneviève pleurait à chaudes larmes, affirmant que la banque la harcelait au téléphone, qu'elle risquait de tout perdre
jouant la carte de la veuve éplorée et victime des circonstances. Elle exigea, entre deux hoquets dramatiques, qu'ils puisent immédiatement dans leurs économies immobilières pour la sauver de la ruine. Thibault regarda Camille avec des yeux coupables et suppliants, l'air d'un petit garçon pris au piège. Il couvrit le microphone de sa main et murmura, la voix tremblante, qu'il pourrait être lui virer 10 000 €, juste pour calmer le jeu, juste pour qu'elle arrête de pleurer et qu'il retrouve un peu de tranquillité. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement leur compte en banque qui était menacé. Pour Camille, c'était comme observer un mur porteur céder sous une charge mal calculée. Si Thibault cédait maintenant, il prouvait que leur avenir commun valait moins que les caprices destructeurs de sa mère. La fissure n'était plus seulement dans la pierre de la chapelle lyonnaise, elle traversait désormais le centre exact de leur salon. Camille appuya sur le bouton silencieux du téléphone, coupant net les lamentations qui s'échappaient du haut-parleur. Elle regarda Thibault droit dans les yeux. Derrière les traits de l'homme adulte qu'elle avait épousé, elle ne voyait plus qu'un petit garçon terrifié, paralysé par l'ombre maternelle. Thibault tenta de se justifier, la voix brisée. Il répéta mécaniquement que Geneviève était sa mère, qu'elle l'avait élevée toute seule, qu'il lui devait bien un peu de soutien dans les moments difficiles. C'étaient exactement les phrases de culpabilisation que Geneviève avait plantées dans son esprit pendant des décennies, des graines toxiques qui portaient aujourd'hui leurs fruits. Camille secoua la tête et fit appel à son vocabulaire d'architecte, le seul langage qui lui permettait de structurer le chaos et de lui faire comprendre l'urgence de la situation. Elle lui expliqua d'une voix calme mais implacable que si l'on construit une maison sur des fondations pourries, l'édifice entier finit inévitablement par s'effondrer sous son propre poids. Si nous payons cette somme aujourd'hui, dit-elle, nous établissons un précédent irréversible. Nous deviendrons son filet de sécurité financier permanent, la banque vers laquelle elle se tournera à chaque nouvelle folie, et notre propre avenir sera englouti dans ses dettes. Camille désactiva le mode silencieux. Sans laisser à Thibault le temps d'intervenir, elle s'adressa directement à Geneviève. D'un ton ferme et définitif, elle annonça qu'il ne paierait pas 10 000 €, pas un seul centime. Le silence au bout du fil dura une fraction de seconde avant que Geneviève n'explose. Les pleurs disparurent instantanément, remplacés par une rage vicieuse. Elle hurla, traitant Camille de parasite, de manipulatrice qui montait son fils contre sa propre chair. Elle menaça de déshériter Thibault, de l'effacer de sa vie, de le maudire publiquement. Thibault écoutait, le visage figé par le choc. La violence des mots de sa mère, dépouillée de son masque de victime, le frappa de plein fouet. L'illusion se brisa. Tremblant mais soudainement lucide, il s'approcha du téléphone. Il dit à sa mère, d'une voix qu'il reconnaissait à peine, qu'il ne paierait rien, et il raccrocha. Le petit appartement plongea dans un silence lourd et terrifiant. La guerre était officiellement déclarée. Et vous, face à une telle situation, que feriez-vous si votre partenaire était prêt à vider les économies de toute une vie pour apaiser un parent manipulateur? Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un silence lourd et poisseux. Pas un appel, pas un message. Camille savait pertinemment que ce n'était pas une capitulation, mais le calme plat et trompeur qui précède toujours une tempête dévastatrice. La confirmation de ses craintes arriva le jeudi matin, non pas dans la sphère privée de son appartement, mais au cœur même de son sanctuaire professionnel. Camille était penchée sur les plans de restauration d'un cloître roman, concentrée sur le calcul des charges d'une voûte, lorsque l'assistante de direction vint la chercher. Monsieur le maire, l'architecte en chef et fondateur du cabinet, demandait à la voir immédiatement dans son bureau. En franchissant la porte vitrée, Camille remarqua instantanément le malaise qui figeait les traits de son patron. Monsieur le maire, un homme d'ordinaire affable, mesuré et strictement concentré sur l'architecture, l'invita à s'asseoir d'un geste raide. Il croisa les mains sur son grand bureau en chêne et, après une hésitation palpable, lui révéla qu'il venait de recevoir un appel téléphonique profondément troublant. Une femme, se présentant comme la belle-mère de Camille, avait contacté le standard du cabinet dans un état d'hystérie totale. Elle avait exigé de parler à la direction pour les avertir qu'ils employaient une criminelle. Selon cette femme, Camille aurait escroqué une pauvre retraitée, détournant ses maigres revenus pour financer un train de vie luxueux, et serait actuellement sous le coup d'une enquête pour fraude financière. Le sang de Camille se glaça dans ses veines, mais son esprit d'architecte prit instantanément le relais, compartimentant le choc émotionnel pour analyser froidement la menace. Geneviève ne se contentait plus de crises de larmes familiales ou de chantages affectifs. Elle attaquait désormais la réputation professionnelle de sa belle-fille, cherchant délibérément à détruire sa source de revenus. Avec une maîtrise d'elle-même qui força le respect évident de son patron, Camille ne s'effondra pas. Elle garda le dos droit, la voix parfaitement posée, et expliqua la stricte vérité. Elle raconta la tentative d'extorsion,
la facture de 45 000 € pour un mariage auquel elle n'avait pas été conviée, et le refus catégorique de céder les économies destinées à l'achat de leur futur appartement. Elle vit les épaules de monsieur le maire s'affaisser de soulagement. Il connaissait la rigueur et l'intégrité de Camille, et préférait de loin la thèse du conflit familial toxique à celle de la fraude. Cependant, son ton se fit grave et institutionnel. Il l'avertit que le cabinet ne pouvait pas se permettre d'être associé à des scandales publics ou de voir son standard téléphonique harcelé par des appels malveillants. Si cette situation dégénérait et entachait la réputation de l'entreprise, il serait contraint de prendre des mesures légales pour protéger le cabinet. En sortant du bureau, Camille sentit une sueur froide perler dans le creux de son dos. La ligne rouge absolue venait d'être franchie. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était une tentative d'anéantissement social. Le vendredi soir, l'écho de cette attaque professionnelle résonnait encore douloureusement dans l'esprit de Camille lorsqu'un coup de sonnette brutal, agressif et prolongé retentit dans leur appartement. Thibault, qui épluchait des annonces immobilières sur son ordinateur portable, sursauta. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut violemment repoussé vers l'intérieur par sa tante Agnès, la sœur cadette de Geneviève, suivie de près par son mari au regard fuyant. Ils s'engouffrèrent dans le petit salon sans y avoir été invités, apportant avec eux une atmosphère étouffante de tribunal inquisiteur. Agnès ne prit même pas la peine de retirer son lourd manteau. Elle pointa un doigt accusateur, tremblant de rage, vers le visage de son neveu et se lança dans un réquisitoire théâtral. Elle l'accusa d'être un monstre d'égoïsme, un fils indigne et dénaturé, qui abandonnait sa propre mère à la famine et au désespoir absolu. Elle affirma, la voix brisée par une indignation parfaitement répétée, que la petite retraite de Geneviève ne suffirait jamais à couvrir les mensualités écrasantes du prêt bancaire et qu'elle risquait de se retrouver à la rue par leur faute exclusive. Camille, adossée au comptoir en formica de la cuisine, observa la scène avec une froideur clinique. Elle laissa Agnès terminer sa longue tirade dramatique avant de prendre la parole. D'une voix monocorde, dénuée de la moindre émotion, elle rappela à la tante Agnès un détail fondamental que toute la famille feignait commodément d'ignorer. Geneviève était l'unique propriétaire d'un appartement de 120 mètres carrés situé dans le 6e arrondissement de Lyon, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus chers de la ville. Un bien immobilier évalué à plus de 800 000 €, libre de toute hypothèque. Camille suggéra, avec une logique mathématique implacable, que si Geneviève était réellement au bord de la ruine financière, il lui suffisait de vendre cet immense appartement vide, de rembourser ses dettes de mariage de luxe et d'acheter un logement plus modeste, parfaitement adapté à une femme vivant seule. Le visage d'Agnès se décomposa instantanément, horrifiée par l'idée même que sa sœur doive assumer les conséquences de ses actes et réduire son train de vie bourgeois. C'était un sacrilège impardonnable dans leur système de valeurs où l'apparence primait sur la réalité financière. C'est à cet instant précis que Thibault se leva de sa chaise. L'homme qui, quelques jours plus tôt, tremblait au simple son de la voix de sa mère au téléphone, venait de trouver sa colonne vertébrale. Il se plaça physiquement entre sa femme et sa tante. D'un ton ferme, grave et définitif, il expliqua que sa mère avait organisé un mariage somptueux dans un château sans jamais les consulter, qu'elle avait délibérément et cruellement exclu Camille des festivités, et qu'elle exigeait maintenant qu'ils sacrifient les économies de toute leur vie pour payer la facture de cette vanité. Il déclara en regardant sa tante droit dans les yeux qu'il refusait d'être le complice de cette folie destructrice et leur ordonna de quitter les lieux immédiatement. Agnès, rouge de fureur et suffoquée par cet affront, tourna les talons, promettant que la famille entière, des cousins éloignés aux amis d'enfance, saurait quel genre de monstre il était devenu sous l'influence toxique de sa femme. À peine la porte fut-elle claquée que le téléphone de Thibault commença à sonner, puis celui de Camille. Des dizaines de messages haineux, de notifications agressives et d'appels en absence commencèrent à pleuvoir sans interruption. L'armée de l'ombre de Geneviève venait d'être lâchée. Le dimanche soir, l'air du petit appartement était devenu lourd et irrespirable. Thibault était assis sur le canapé, les yeux cernés de noir, le visage blafard éclairé par la lueur de son écran de téléphone. Il faisait défiler, épuisé et silencieux, les messages d'insultes et de déception de personnes avec qui il avait grandi. Geneviève avait passé l'intégralité du week-end à tisser sa toile empoisonnée, se posant en martyr absolu sur les réseaux sociaux et au téléphone auprès de chaque membre de la famille, inversant totalement les rôles de la victime et du bourreau. Camille l'observait depuis la table de la cuisine, écoutant le bourdonnement incessant des notifications. Elle comprit soudain la mécanique perverse et redoutable de cette situation. Le silence est le terreau fertile sur lequel prospèrent les manipulateurs. Geneviève contrôlait entièrement le récit public parce qu'elle savait pertinemment que son fils et sa belle-fille étaient trop polis, trop éduqués et trop attachés au respect de la vie privée pour la contredire publiquement. Leur dignité silencieuse,
qu'ils croyaient être une force, était devenue leur plus grande vulnérabilité. Camille prit alors une décision irrévocable. Elle ouvrit son ordinateur portable et posa ses mains sur le clavier. Elle n'allait pas répondre par des insultes, des justifications larmoyantes ou des supplications. Elle allait répondre avec l'arme la plus destructrice qui soit contre une façade mensongère, la vérité brute, chronologique et documentée. Elle rédigea une longue publication sur ses réseaux sociaux. Le texte était chirurgical, purement factuel, dépourvu de toute émotion superflue ou d'adjectifs dramatiques. Elle y détailla la séquence exacte des événements, l'exclusion formelle et assumée du mariage de Morgane, la réception froide de la facture de 45 000 €, l'exigence ahurissante de vider leur compte épargne destiné à l'achat de leur premier appartement, et enfin, l'appel calomnieux passé à son employeur pour tenter de la faire licencier pour fraude. Elle relut le texte, s'assurant que chaque phrase était inattaquable et soutenue par des preuves. Puis, elle tourna l'écran vers Thibaut. Il lut la publication dans un silence de plomb. La terreur pure se lisait dans ses yeux, car il savait que publier ce texte équivalait à appuyer sur le détonateur d'une bombe nucléaire au sein de sa propre famille. Mais en regardant le visage déterminé et serein de sa femme, il comprit que c'était l'unique moyen de stopper l'hémorragie de mensonges qui menaçait de les noyer. Il hocha lentement la tête, lui donnant son accord silencieux. Camille ramena l'ordinateur vers elle. Son rythme cardiaque s'accéléra, une puissante décharge d'adrénaline parcourant ses veines. Elle cliqua sur le bouton de publication. Elle venait de faire exploser la vérité au centre exact de la vitrine sociale, si soigneusement entretenue par Geneviève. Face à une campagne de diffamation orchestrée par votre propre famille, choisiriez-vous de conserver un silence digne pour protéger les secrets familiaux, ou décideriez-vous d'exposer publiquement la vérité pour stopper les mensonges? Dans l'heure qui suivit la publication, le téléphone de Camille se transforma en un torrent ininterrompu de notifications. Le message, par sa précision chirurgicale et son absence totale de pathos, eut l'effet d'une onde de choc. Des collègues de travail, des amis proches, et même plusieurs membres éloignés de la famille de Thibaut exprimèrent leur stupeur et leur soutien inconditionnel. Le récit soigneusement contrôlé par Geneviève commençait à s'effondrer sous le poids des faits. Acculée, la belle-mère tenta une riposte désespérée. Elle publia à son tour un long message décousu et hystérique, invoquant un cœur prétendument fragile, accusant Camille de mensonges éhontés et hurlant à l'abus de faiblesse sur une personne âgée. Mais la graine du doute était plantée. C'est au milieu de ce chaos numérique que Camille reçut un message privé provenant d'un numéro inconnu. L'expéditeur se nommait Fabien. Il expliquait travailler au service des crédits de la banque où Geneviève avait souscrit son prêt. Il affirmait avoir lu la publication, être profondément révolté par la situation et posséder des informations cruciales. Il lui donnait rendez-vous le lendemain matin dans un café discret du quartier de la Pardieu. Intriguée et prudente, Camille s'y rendit. Fabien, un homme d'une quarantaine d'années à l'allure nerveuse, l'attendait dans une alcôve sombre. Prenant un risque professionnel immense, il fit glisser une épaisse chemise cartonnée sur la table. Il lui révéla que Geneviève n'en était pas à son coup d'essai. Le dossier prouvait qu'elle avait un long historique de prêts prédateurs. Par le passé, elle avait déjà forcé son ex-mari, le père de Thibaut, ainsi que sa propre sœur Agnès, à se porter garant pour des crédits à la consommation exorbitants. Une fois les fonds débloqués, Geneviève avait systématiquement cessé les remboursements, laissant ses proches éponger ses dettes pour éviter les saisies judiciaires. L'ironie de voir Agnès défendre son bourreau quelques jours plus tôt frappa Camille de plein fouet. Mais Fabien n'avait pas terminé. Il ajouta une information qui glaça le sang de la jeune architecte. Lors de la signature du prêt pour le mariage, Fabien avait surpris une conversation dans le bureau adjacent. Geneviève disait à sa fille Morgane de ne pas s'inquiéter pour les mensualités, car, selon ses propres mots, Thibaut paierait la facture, comme il l'avait toujours fait. Ce n'était pas un accident financier, c'était une extorsion préméditée. Camille rentra à l'appartement en fin de journée, serrant le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Elle posa les documents sur la table de la cuisine et appela Thibaut. Lorsqu'il parcourut les relevés bancaires, les contrats de garantie signés par son père et sa tante, et qu'il écouta le récit de la conversation surprise par Fabien, quelque chose se brisa définitivement en lui. Les dernières illusions qu'il entretenait sur l'amour maternel volèrent en éclats. Sa mère ne l'avait jamais considéré comme un fils à protéger, mais comme un hôte financier, un réservoir de fonds qu'elle pouvait siphonner à sa guise pour financer ses illusions de grandeur. Le chagrin fit place à une colère froide, silencieuse et absolue. Camille ne laissa pas cette colère se dissiper dans le vide. Elle prit son téléphone et appela immédiatement sa meilleure amie, Bérénice, une avocate pénaliste réputée pour sa redoutable efficacité. Bérénice arriva 1 heure plus tard. Assise dans leur salon, elle éplucha les documents avec l'œil clinique d'un prédateur flairant une proie.
Lorsqu'elle releva la tête, son diagnostic fut sans appel. Elle leur expliqua que la situation dépassait largement le cadre du simple conflit familial. Bien que Thibault n'ait aucune obligation légale de rembourser ce prêt spécifique, les actions de Geneviève, combinées à son historique, constituaient un abus financier systématique et s'apparentaient à une tentative d'extorsion de fonds par la contrainte morale et le harcèlement. Bérénice referma le dossier d'un geste sec et élabora une stratégie implacable. Il n'était plus question de se défendre ou de bloquer des numéros de téléphone. Il fallait passer à l'offensive et neutraliser la menace à la source. Ils allaient tendre un piège légal à Geneviève. Bérénice leur demanda d'organiser une réunion de famille sous un faux prétexte, dans un lieu public et neutre pour empêcher toute crise d'hystérie incontrôlable. Ils choisirent une grande brasserie très fréquentée de la presqu'île lyonnaise. Thibault envoya un message laconique à sa mère, lui indiquant qu'ils devaient se voir pour discuter de la facture du mariage. Geneviève, persuadée que sa campagne de harcèlement avait porté ses fruits et qu'elle venait récolter sa rançon, accepta immédiatement. Le lendemain à midi, l'atmosphère de la brasserie était couverte par le brouhaha des serveurs et le tintement des couverts. Camille, Thibault et Bérénice étaient déjà installés dans une banquette en cuir au fond de la salle. Geneviève fit son entrée, accompagnée de Morgane. Elle arborait un sourire suffisant, le port de tête altier d'une reine venant recevoir le tribut de ses sujets rebelles. Elle s'assit face à eux, ignora ostensiblement Camille, et tendit une main impérieuse vers son fils, exigeant de savoir si le virement de 45 000 € avait été effectué. Thibault ne répondit pas. Ce fut Bérénice qui prit la parole. Avec une politesse glaciale, elle se présenta comme le conseil juridique de monsieur et madame et ouvrit sa lourde mallette en cuir. Le sourire de Geneviève se figea. Bérénice sortit les documents un par un et les aligna sur la table avec la précision d'un croupier distribuant des cartes mortelles. Elle posa d'abord les preuves des anciens prêts impayés, puis les contrats de garantie ayant ruiné l'ex-mari. Enfin, elle évoqua le témoignage écrit de l'employé de banque confirmant la préméditation de l'escroquerie visant les économies de Thibault. À chaque nouveau document, le visage de Geneviève perdait un peu plus de sa superbe, virant d'un teint pêche à une pâleur cadavérique. La panique s'empara de ses yeux. Morgane, assise à côté d'elle, regardait les papiers avec une incompréhension terrifiée. Bérénice croisa les mains et présenta l'ultime ultimatum. Elle offrit 2 options à Geneviève. La première consistait à signer immédiatement un accord juridique contraignant, rédigé sur le champ, par lequel elle renonçait définitivement à toute demande financière envers son fils, s'engageait à cesser toute forme de harcèlement et acceptait une séparation stricte. La seconde option, expliqua Bérénice d'une voix douce mais tranchante comme une lame, consistait à se lever et à partir. Dans ce cas, le cabinet d'avocats transmettrait l'intégralité du dossier au procureur de la République pour tentative d'extorsion et alerterait le département des fraudes de sa banque. Acculée, privée de son public, incapable de jouer la victime face à des preuves matérielles irréfutables, Geneviève tremblait de rage et d'humiliation. Ses mains s'agitaient au-dessus de la table. Morgane se mit à pleurer silencieusement, réalisant que son mariage de conte de fées reposait sur un crime financier. Sans prononcer un seul mot, vaincue par sa propre trace écrite, Geneviève saisit le stylo que lui tendait l'avocate et signa le document d'une main tremblante. Camille ressentit une puissante vague de soulagement et de victoire en voyant l'encre sécher sur le papier. La structure toxique venait de s'effondrer. Pourtant, au fond d'elle-même, son instinct d'architecte lui murmurait de rester sur ses gardes. Elle savait pertinemment qu'une personnalité narcissique de cette envergure ne capitulait jamais vraiment, et que les ruines d'un tel ego pouvaient encore cacher des fondations dangereuses. 2 semaines de paix absolue s'écoulèrent. Camille et Thibault avaient même repris leur visite immobilière, espérant que le cauchemar était derrière eux. Mais l'instinct d'architecte de Camille ne l'avait pas trompé. Les fondations de l'ego de sa belle-mère étaient encore actives. Un matin, le facteur sonna à leur porte pour remettre une lettre recommandée avec accusé de réception. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats lyonnais réputé pour son agressivité procédurière. Geneviève ne capitulait pas, elle changeait simplement de champ de bataille. Elle attaquait Camille et Thibault en justice. Le document affirmait que l'accord signé à la brasserie avait été extorqué sous une contrainte psychologique extrême. Mais le véritable coup de grâce se trouvait à la page suivante. L'avocat de Geneviève invoquait l'article 205 du Code civil français, la fameuse obligation alimentaire. Geneviève se déclarait publiquement comme un parent appauvri, incapable de subvenir à ses besoins vitaux, et exigeait que son fils paie ses dettes au titre de son devoir légal d'assistance. Bérénice, contactée en urgence, fut très claire. La bataille allait être sale. Geneviève allait jouer le rôle de la mère mourante et ruinée devant un juge, et Thibault devrait témoigner contre elle en audience publique. Loin de s'effondrer, Thibault prit une décision radicale. Il prit sa voiture et roula pendant 2 heures pour rendre visite à son père,
un homme dont il s'était éloigné depuis des années sous l'influence toxique de sa mère. Il lui raconta tout. Son père, comprenant que le cycle destructeur recommençait avec la nouvelle génération, accepta de lui fournir la pièce manquante du puzzle. Il rédigea un témoignage écrit et détaillé de la manière dont Geneviève l'avait méthodiquement ruiné des années auparavant, utilisant les mêmes mécanismes de culpabilisation. Le jour de l'audience, la salle du tribunal judiciaire était baignée d'une lumière stérile et intimidante. Geneviève fit son entrée, méconnaissable. Elle avait troqué ses tenues bourgeoises et ses bijoux pour des vêtements aux teintes pâles, marchant à pas lents, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en tissu. Son avocat ouvrit les hostilités en brossant le portrait déchirant d'une mère dévouée, broyée par la cruauté d'une belle-fille cupide et l'ingratitude d'un fils manipulé. Il réclama l'application stricte de l'obligation alimentaire pour sauver cette femme de la rue. Bérénice se leva, le visage impassible, et entreprit de démolir cette performance théâtrale pièce par pièce. Elle ne s'attaqua pas aux émotions, elle s'attaqua aux chiffres. Elle présenta au juge les preuves fournies par le lanceur d'alerte de la banque, démontrant la préméditation totale de la dette. Puis, elle porta l'estocade. Elle prouva, document notarié à l'appui, que Geneviève était l'unique propriétaire d'un appartement évalué à 800 000 €. Bérénice expliqua au magistrat que la plaignante n'était absolument pas dans le besoin au sens de l'article 205. Elle refusait simplement de liquider son patrimoine immobilier pour assumer les conséquences financières d'une fête somptueuse. Thibault fut ensuite appelé à la barre. Il s'exprima d'une voix calme, dénuée de toute colère. Il déclara au juge qu'il aimait sa mère, mais qu'il refusait de la laisser détruire sa femme et leur avenir pour financer une façade sociale. Le témoignage accablant de son père fut versé au dossier. Le juge, un magistrat d'expérience habitué aux drames familiaux, vit clair dans le jeu de manipulation. Le verdict tomba comme un coup près. Les demandes de Geneviève furent intégralement rejetées. Le magistrat souligna avec sévérité que les dettes contractées pour un mariage de luxe ne relevaient en aucun cas de la solidarité familiale prévue par la loi. Geneviève resta figée sur son banc, foudroyée. Son arme absolue venait de se briser entre ses mains. Des mois plus tard, la tempête s'était définitivement dissipée. L'appel de Geneviève avait été rejeté. Acculée par ses créanciers et sans aucune autre issue, elle avait été contrainte de vendre son immense appartement lyonnais pour éponger la dette de 45 000 €, déménageant dans un petit studio de banlieue. L'armée des proches indignés s'était évaporée dans un silence absolu, honteuse d'avoir soutenu une escroquerie. Thibault portait encore en lui une certaine tristesse, le deuil de la mère aimante qu'il aurait souhaité avoir. Mais c'était un chagrin propre, sain, définitivement purgé de la culpabilité toxique qui l'empoisonnait depuis l'enfance. Un samedi matin, Camille et Thibault poussèrent la porte de leur nouvel appartement. Ils venaient tout juste de signer l'acte de vente. L'espace était vaste, inondé de lumière naturelle, fleurant bon la peinture fraîche et les nouveaux départs. Assis à même le sol en parquet massif, au milieu des cartons de déménagement, ils partageaient une pizza. Thibault regarda Camille et, avec un sourire teinté d'ironie, plaisanta en disant que sa mère les avait finalement aidés à construire ce foyer en les forçant à bâtir un mur d'enceinte indestructible autour de leur mariage. Camille sourit en retour, laissant son regard glisser sur les murs porteurs de leur nouveau salon. Le mariage de luxe et les menaces n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Leur avenir était désormais sécurisé, reposant sur des fondations de vérité, de partenariat absolu et d'une intégrité structurelle à toute épreuve. Avez-vous déjà dû imposer une limite difficile, voire douloureuse, à un membre de votre propre famille pour protéger votre paix intérieure et votre avenir? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire de résilience et de justice vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits de vie reconstruite.